Bonjour Brune Poisson et merci d'être avec nous. Bonjour Bienvenue à toutes au et à festival. tous. Voilà. Très heureuse d'être ici, vraiment. Bienvenue au festival Zero Waste. On a démarré ce matin et on va être ensemble pendant 3 jours pour parler de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Ce matin, on a déjà brassé pas mal de thématiques. On a parlé de la feuille de route d'économie circulaire un petit peu. On est revenu avec un débat avec Mathieu Orphelin notamment et Alexandre Guilly. On a aussi évoqué le lien entre les implications sociales et les implications environnementales avec Audrey Pulvar, Jean-François Julliard de Greenpeace et Véronique Fayet du Secours catholique. Et voilà, et cet après-midi, on vient de passer 1 heure à discuter consignes. Voilà, et on va d'ailleurs revenir sur le sujet dans quelques instants. Donc, pour cette demi-heure d'entretien avec vous, on a voulu finalement convier un certain nombre de représentants du mouvement Zero Waste. Alors bien sûr, on aurait pu inviter 50 personnes sur scène, il a fallu se limiter un petit peu. Mais donc on a proposé à quelques citoyens, élus, représentants de projets ou de mouvements de nous rejoindre pour vous poser chacun une question sur une thématique qui leur est chère ou sur laquelle ils travaillent en particulier. Voilà, alors je vais proposer pour ouvrir le bal à Madame... Voilà. Je vous en prie. Alors bonjour, je me présente, je suis Françoise Galliou, je suis vice-présidente au syndicat de traitement des déchets, le Cyber, donc le Grand Besançon, en Franche-Comté. Et alors nous sommes en redevance incitative, on a trouvé ça très intéressant parce qu'on était territoire pilote, et la question c'est comment l'État prévoit-il d'accompagner et de soutenir les autres, au développement de la redevance incitative dans les territoires. J'ai déjà dit que j'étais contente d'être ici. Je vais quand même pas me répéter, mais vraiment, je suis très heureuse d'être ici. Merci de votre question qui est effectivement essentielle. Je crois que la tarification incitative, c'est vraiment une des meilleures solutions qui a vraiment fait ses preuves en matière de gestion des déchets pour minimiser aussi la quantité de déchets qui se retrouvent en décharge, incinérés ou ailleurs. C'est vrai qu'en France, déjà bravo aussi à Besançon parce que vous êtes très moteur sur cette question-là. Vous avez fait énormément et beaucoup de collectivités que je rencontre me parlent de Besançon justement. Alors, il y a plusieurs solutions et plusieurs façons dont nous voulons accélérer le développement de la tarification incitative. Je précise déjà pour commencer que c'est très difficile en France de la mettre en place. C'est une question aussi de mentalité. Il y a un vrai travail d'évolution des mentalités et des comportements qu'il faut faire avec des représentants de collectivités. Mais concrètement, une des choses qu'on veut faire, c'est encourager les collectivités à entrer résolument dans une démarche de développement de tarification incitative, et notamment avec des incitations fiscales. Et en baissant, nous voulons drastiquement, et nous allons le faire, et ça va être en discussion dans le prochain projet de loi de finances de 2019, en faisant baisser les taux de frais de gestion de la TOMI, cette tarification incitative, de 8 à 3%. C'est déjà une première incitation. Mais au-delà de ça, ce qu'on voulait éviter de faire, c'était, et plusieurs acteurs, lors de l'élaboration de la feuille de route de l'économie circulaire, ont essayé de nous bloquer un peu, paradoxalement, en nous disant non mais la solution, c'est la tarification incitative. Et effectivement, moi j'en suis convaincue. Le problème, c'est que je me suis rapidement aperçue qu'au cours des discussions, finalement, si on n'arrivait que à l'idée que la tarification incitative était la bonne solution, on allait encore mettre 10 ans à avancer. Alors, c'est le but, c'est une très bonne solution. Moi, je suis à fond derrière, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai voulu faire en sorte que ça soit pas l'objectif d'être à la tarification incitative ne soit pas une excuse pour ne pas suffisamment faire. Et donc, du coup, dès le début, on veut lancer et prendre plus de mesures. On va, par exemple, mettre en place des nouvelles filières REP, responsabilité élargie des producteurs, notamment, par exemple, sur les jouets. Et dans cette démarche-là, on veut aussi vraiment encourager le réemploi. Et d'ailleurs, je sais que Zero Waste a beaucoup participé à la réflexion sur la question du réemploi et beaucoup d'autres, pour plusieurs raisons. D'abord, le réemploi, parce qu'au moins, ça évite de produire quelque chose de nouveau en plus. Hein, c'est quand même le but, in fine. C'est pas produire de nouvelles choses sans cesse, de changer nos comportements. Ensuite, parce que ça encourage aussi l'économie sociale et solidaire. Et donc, avec la création
de nouvelles responsabilités élargies des producteurs sur les déchets, sur les articles de bricolage, sur les articles de sport, eh bien, ça nous permettra de alléger le poids des poubelles, alléger la quantité de déchets qui se retrouvent dans la rue, et à gérer pour les collectivités. Ce qu'on veut faire aussi, c'est développer une REP, une responsabilité élargie des producteurs, sur les mégots. Ça aussi, ça en fait partie parce que ça, c'est de l'argent que les collectivités locales mettent à ramasser des mégots. Parce que vous l'avez tous vu, hein, c'est un geste qui est quand même chronophage, qui prend du temps, de l'énergie, qui coûte cher à tout le monde, puisque le coût de ce ramassage des mégots, il est finalement supporté par l'ensemble des contribuables et pas uniquement par les fumeurs. Alors l'idée n'est pas du tout de stigmatiser les fumeurs. L'idée, et encore moins, parce que ce n'est pas nécessairement mon rôle, d'augmenter le prix de cigarettes, l'idée est au contraire de faire en sorte que les producteurs de cigarettes, les industriels du tabac, eh bien, ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il y ait des REP sur beaucoup d'objets du quotidien. Les bouteilles en plastique, les meubles sur lesquels on est assis. Enfin, j'imagine que vous êtes tous familiers dans la salle avec les REP. Il y en a 14 en France. On veut élargir le nombre, comme je viens de le dire. Il n'y a pas de raison que les industriels de tabac ne s'organisent pas pour gérer les conséquences et du fléau environnemental que représentent les mégots de leurs cigarettes. Et donc, je les ai convoqués au ministère. On a commencé à y travailler. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur la question parce que je tenais surtout à répondre à votre question. Mais l'objectif, in fine, en France, quand on parle de fiscalité au niveau des collectivités locales, fiscalité et de gestion des déchets, l'objectif, c'est de retourner cette logique complètement absurde, incroyable, où on marche sur la tête, où mettre les déchets dans un trou, eh bien, ça coûte moins cher que de les recycler. Ça, c'est juste pas logique. Et en ce moment, il n'y a pas suffisamment en France d'incitation fiscale pour inverser la logique là. Donc on retiendra quand même que dans la feuille de route économie circulaire, il y a un petit levier, mais dont on espère qu'il va avoir un impact pour les collectivités, cette réduction des frais, en fait, finalement, de gestion qui va peut-être qui pourrait être l'élément incitatif de plus pour favoriser le passage à l'acte. Je ne sais pas si du point de vue d'une collectivité, est-ce que ça fait vraiment une grosse différence? Ouais. Pardon. Dès qu'on parle argent, ça fait toujours une différence, même quand c'est des petits pourcentages. Alors, on pourrait consacrer une demi-heure entière, voire plus, à la tarification incitative, mais je vais me tourner vers une autre intervenante, Delphine Lévy-Alvarez, donc avec une casquette internationale, cette fois-ci. Je te laisse te présenter également. Je me présente, oui. Ok. Delphine Lévy-Alvarez, je suis coordinatrice européenne du mouvement Break Free from Plastic. Donc, c'est un mouvement international d'ONG qui travaille sur la pollution plastique. Et donc en Europe, on a un certain nombre d'ONG actives et en particulier une coalition à Bruxelles qui travaille sur la politique européenne spécifiquement. Et du coup, ma question aujourd'hui, ce serait comment la France se positionne-t-elle par rapport à la directive que la Commission européenne vient de présenter contre le plastique à usage unique, donc avec un certain nombre de mesures pour bannir certains produits, imposer des REP sur d'autres, imposer un affichage obligatoire sur d'autres. Et est-ce que vous allez soutenir en votre qualité de pionnier sur certaines mesures, des mesures plus ambitieuses, par exemple des objectifs de réduction chiffrés sur les contenants à emporter ou l'interdiction du polystyrène expansé, qui est un sujet aussi de préoccupation en France en particulier. Merci, que des bonnes questions. Déjà, merci pour le travail que les ONG font au niveau européen, parce que ça a vraiment du poids. Déjà, vous servez de courroie de transmission entre les citoyens et les hommes politiques, enfin, ceux qui font les politiques publiques à Bruxelles, et ça, c'est toujours bien. Une forme de reality check qui est quand même très utile à Bruxelles. Et en plus de ça, vous mettez une pression que nous, les États membres, on ne peut pas toujours mettre. Mais bon. Et ça, donc là, elle vous met la pression, là. Là, j'ai la grosse pression. Interdictions. Et ça tombe bien parce que la France est très moteur sur la question de l'économie circulaire, et même pour vous faire une confidence que je n'ai pas du tout dit à la presse, il n'y a rien de secret là-dedans, mais enfin, si, quand même. Mais moi, je fais en amont, donc il y a des conseils européens des ministres de l'environnement qui se réunissent tous les 6 mois pour décider des politiques publiques européennes en matière environnementale. Et donc la France a énormément poussé pour que l'économie circulaire soit haut sur l'agenda et que ça devienne vraiment une priorité de la Commission européenne et des autres États.
Et en plus de ça, moi, je fais des dîners informels avec d'autres ministres européens de l'environnement, de façon à les sensibiliser eux aussi aux positions françaises, pas que aux positions françaises, juste tout simplement à la question de l'économie circulaire, de la lutte contre le plastique notamment. Et effectivement, sur les plastiques à usage unique, la France est assez moteur sur la question. Il faut savoir quand même que 90% des déchets qu'on retrouve sur les plages, ils sont issus de 10 plastiques à 10 objets, 10 plastiques à usage unique. Là, vous parlez à une audience qui en est a priori Oui, déjà assez convaincue. D'accord, non mais sans présumer. Ouais, non, mais vrai, moi parfois j'ai l'habitude de parler à des personnes à qui je dois encore expliquer que le plastique c'est pas nécessairement quelque chose de bien, mais ça me fait plaisir d'être là en fait. Donc oui, très concrètement, la France pousse pour l'interdiction des plastiques à usage unique au niveau européen et on veut même aller plus loin encore parce qu'on veut, par exemple, sur la question des microbilles, on veut que ça soit bien mieux pris en question, bien mieux pris en compte et pas uniquement dans les cosmétiques. Là, pour le moment, la proposition de la Commission elle n'intègre pas les microbilles. On sait qu'il y en a dans tous les cosmétiques, mais aussi on veut que ça aille plus loin en incluant une démarche sur les détergents, par exemple, et les produits nettoyants, qui contraignent aussi beaucoup de microbilles. Et on veut aussi aller plus loin sur la question des plastiques oxodégradables. Voilà, biodégradables. Et on veut aller plus loin sur cette question-là. Je sais qu'il y a aussi une réflexion en cours. Ça, c'est bien, c'est les plastiques à usage unique. Nous, on est à fond, la France. Vous savez qu'il y a l'an prochain, en 2020, on va interdire les gobelets en plastique et autres. Je ne vous fais pas la liste, parce que vous connaissez tous. Mais on veut continuer à être moteur sur les plastiques à usage unique au niveau européen, pousser. Et on veut aussi réfléchir à un système où on pourrait vraiment punir, entre guillemets, et que ça se voit dans le prix des emballages qui sont vendus, des produits qui sont vendus, punir ceux qui utilisent encore trop de plastique ou encore des plastiques qui ne seraient pas biodégradables ou des plastiques qui ne sont pas recyclables ou des produits qui ne sont pas faits avec des matières premières recyclées. Ça, on aimerait le mettre en place à l'échelle de l'Europe. Donc en tout cas, la batterie de mesures, y compris des interdictions que la Commission européenne a mises sur la table, vous allez la soutenir. La France va être je l'ai dit, je l'ai dit très clairement au Conseil des ministres de l'environnement en Europe. On est clairement à fond derrière. Et on a la chance d'avoir le commissaire Vella. Lui, comme il est maltais, il connaît bien les questions de la mer. Et donc, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais par ricochet, il est sensible aussi à la question du plastique et des océans. Donc ça aide aussi quand même. Donc on a une stratégie d'alliance. Et très concrètement, oui, la France est très moteur sur la question. On va continuer à l'être. J'aimerais bien faire des choses comme un sommet plastique en Europe. Enfin, aller plus loin. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est pas le tomber dans l'oreille d'une sourde. Alors, on va continuer donc avec la thématique plastique, mais de manière plus large. Je vais demander à Thibaut de nous poser sa question. Donc, on revient à l'échelle plutôt française. Voilà. Française et fiscale. Bonjour, Thibaut Turchet, je suis responsable des affaires juridiques à Zero Waste France. Ma question porte sur la TGAP, c'est la taxe générale sur les activités polluantes qui frappe chaque tonne de déchets envoyés en décharge ou en incinération. La feuille de route pour l'économie circulaire acte une hausse. Pour l'instant, néanmoins, sans fourchette, sans taux, donc sans chiffre par tonne, ni calendrier. Est-ce que cette réforme est donc toujours prévue ? Si oui, dans quelles conditions ? Et évidemment sur la décharge et l'incinération. Je vous remercie. Donc là, on veut une date et des chiffres, c'est ça, hein si je reformule. Alors, si je vous donnais la date et les chiffres ici, je déclencherais une guerre semi-nucléaire actuellement avec les collectivités locales françaises. Non, mais cela dit, très sérieusement, dans la feuille de route de l'économie circulaire, on a acté, et le président de la République, là, clairement, c'était dans son programme présidentiel, on va augmenter cette TGAP. Encore une fois, parce que c'est indispensable. Déjà, en Europe, la TGAP, en France, pardon, par rapport aux autres pays européens, elle est quand même elle est bien plus basse en France qu'ailleurs. Et on veut lutter contre cette absurdité française qui est que mettre, comme je disais tout à l'heure, mettre les déchets dans un trou, c'est-à-dire les remettre sous terre, et donc ne rien en faire, eh bien c'est moins cher que de recycler les déchets. Donc oui, nous allons augmenter cette TGAP-là. Nous sommes en discussion et nous allons entrer en discussion à l'occasion du prochain projet de loi de finances 2019
On en a et on a beaucoup concerté avec les collectivités locales dans le cadre de la conférence nationale des territoires, qui nous a permis de dégager des consensus et qu'ensuite on intégrera dans le prochain projet de loi de finances de 2019. Et en parallèle aussi, ce qu'on a acté, en revanche, ça je peux vous donner une date, c'est la baisse. C'est la baisse des. Alors, pour les. Bien sûr, la baisse des frais de gestion et aussi sur les collectivités qui veulent se lancer dans la tarification incitative et surtout la baisse du taux. Et pourquoi ça m'échappe Merci, la baisse du taux de TVA, c'est le TVA que je cherchais, de 10 aujourd'hui à 5,5 pour les collectivités, et on veut le mettre en place. On veut que ça soit mis en place dès 2019, de façon à laisser le temps aux collectivités locales d'anticiper et de commencer à se préparer avec un peu de marge, un petit coussin financier, pour qu'elles se préparent à la hausse de la TGAP. Parce que c'est pas neutre, hein. Cette hausse de la TGAP, elle va avoir des conséquences quand même. C'est très difficile pour les collectivités. C'est indispensable. On va le faire. Nous, on est très moteur là-dessus. Mais c'est difficile. Ça va être difficile. C'est compliqué. Donc, il faut l'accompagner de mesures. C'est de la négociation aussi. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la consigne, de 14h à 15h avant votre arrivée, avec une table ronde très intéressante qui a vraiment permis de balayer les différents aspects techniques, financiers de la consigne pour réemploi. Et je vais laisser Calypso vous poser une question à ce sujet. Et je te laisse te présenter également. Bonjour, donc moi je suis Calypso, je travaille chez Club Maté. On est distributeur d'un soda allemand consigné. Et de ce fait, on veut faire perdurer ça ici. Et pour l'instant, on est en gestation d'une initiative francilienne. Et je sais que vous faites beaucoup de choses pour mettre en action la transition énergétique sur plein de fronts. Et nous, en fait, on a besoin, donc nous, pas que nous, hein, il y a un réseau consigne de plein d'initiatives en cours ou en gestation comme la nôtre. Et on a besoin vraiment de votre soutien et de celui du gouvernement, et de sentir en fait qu'on est soutenu dans cette action parce que en fait nous opérationnellement on est prêts, on est là, on a plein d'idées, on fait déjà plein de choses mais avec très peu de moyens et on a parlé tout à l'heure des freins à la transition et on a plein d'idées pour les résoudre, mais on a vraiment besoin de vous et du gouvernement et surtout qui s'engage ouvertement sur la consigne, pas seulement pour le recyclage mais la consigne du réemploi. Et la nuance est faible dans les esprits, mais très forte dans la réalité. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à des actions concrètes de votre part ? Et voilà, parce que c'est vrai qu'on a peu malheureusement abordé ce sujet. Je vous suis un petit peu en fait sur les réseaux et vous parlez d'énormément de sujets. Et j'ai peu vu celui-ci, donc j'en profite là maintenant pour vous demander les actions concrètes qui peuvent être faites dans ce sens-là. Merci beaucoup. Vous parlez de la consigne pour réemploi sur le verre ? Sur le verre, tout d'accord. à fait. Alors, c'est vrai qu'effectivement, donc, le verre, en gros, la consigne, 86% des bouteilles en verre, en France c'est 86, hein, je crois, le chiffre. 86%, ça fonctionne bien, le verre est consigné. Et donc nous, c'est vrai... Et recyclé. Et recyclé, pardon. Voilà, recyclé. C'est ouais. très différent, effectivement. Et c'est vrai que dans l'immédiat, on ne sait pas... on a étudié cette question du réemploi dans le domaine des bouteilles en verre. On n'a pas étendu nos travaux sur cette question-là. Vous avez eu raison, vous l'avez noté, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne voulait pas mettre tous nos œufs dans 10 paniers différents, parce que parfois c'est quand même utile d'avoir des objectifs. Et pour nous, la priorité, c'est vraiment le plastique et les canettes. Le plastique, je le répète, à Paris, une bouteille sur 10 seulement est collectée. Et recycler, c'est absurde. Oui, allez-y. Est-ce que je peux juste vous interrompre, excusez-moi, mais la consigne, du coup, la consigne, je pense que c'est là où vous alliez en venir. La consigne, c'est vachement plus efficace pour récupérer les déchets, que ce soit ensuite pour du recyclage ou du réemploi. Et donc, déjà, mettre la consigne sur le verre, même si ensuite vous voulez le casser et le remettre dans des fours hyper polluants plutôt que de le laver, ça, à la limite, je peux comprendre que ce ne soit pas la priorité de tout le monde. Mais enfin, voilà, la consigne pour réemploi, c'est quand même économiser plein d'autres choses. Mais voilà, mettre la consigne sur le plastique et l'aluminium, et le verre, enfin tout faire d'un coup. Alors, dans une transition douce, hein, on ne parle pas de virer toutes nos bennes à verre d'un coup, mais voilà. C'était ça. Non, alors, il faut être vigilant.
Donc, sur le verre, on trouve que ça fonctionne franchement plutôt pas mal, parce qu'on est à 86%. Quand vous regardez le plastique, c'est le jour et la nuit. Donc, et on aimerait un jour, notre objectif, c'est que sur le plastique et l'aluminium, ça soit aussi bien que sur le verre. Donc, je vous avoue que c'est pas la priorité de notre action. Et ensuite, quand on parle de réemploi, c'est souvent des initiatives du coup qui appartiennent à les entreprises privées. Et là, il faut vraiment réfléchir parce que le coût du réemploi peut être très élevé sur le verre, hein, y compris. Alors encore une fois, j'ai pas les études d'impact là dans la tête faites par des experts, mais j'en ai un dans mon bureau si vous voulez. Mais je suis sûre que vous en avez aussi. Mais le réemploi, notamment dans le verre, c'est très lourd le verre. Ça demande des normes de sécurité parce qu'en France, on est comme ça, on a des normes sanitaires qui sont, c'est bien, très élevées, surtout pour tout ce qui est produits alimentaires. Et donc, ça pourrait demander aussi des consommations d'eau qui sont colossales, des trajets de camions remplis de bouteilles en verre lourds, potentiellement aussi très polluants. Donc, il faut regarder parce que à certains moments, ça peut être de la fausse bonne idée. En revanche, sur des circuits et des territoires plus courts, ça peut effectivement être une bonne idée. Cela dit, il y a des solutions aussi qu'il faut développer. C'est que de façon plus systématique, par exemple, quand un camion livre des bouteilles en verre dans un bar tabac, eh ben c'est bien qu'ils repartent avec des bouteilles et non en verre et non pas à vide. Justement, la consigne pour réemploi, elle existe encore hein, dans le secteur ce qu'on appelle les CHR, café, hôtel, restaurant, mais on voit aussi qu'elle recule. Donc, est-ce que ce serait pas une mesure que pourrait prendre le gouvernement en faveur, pour maintenir et voir éventuellement redéployer la consigne dans ce secteur, puisque toute l'infrastructure existe, la logistique existe, logistique inversée, etc. Les laveuses subsistent dans certains cas. Donc, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose sur lequel le gouvernement s'engage ? Si, et d'ailleurs, on en parle dans la feuille de route de l'économie circulaire, mais effectivement, ce qui est inquiétant, c'est que dans le domaine du verre, vous avez raison, tout à fait, hein, il y a un mouvement de recul. Et notamment, on l'a vu aussi, ce mouvement de recul. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on remplace de plus en plus le verre par du plastique. Et donc, du coup, c'est aussi une des raisons pour lesquelles la REP emballage, on veut l'étendre aussi aux cafés, restaurants, aux professionnels, de façon à ce que ces emballages-là plastiques aussi. Mais là, une de nos priorités, c'est de faire en sorte et de travailler. J'ai rencontré, par exemple, les responsables, les brasseurs français. Une de nos priorités, c'est déjà d'éviter et de limiter le remplacement des bouteilles en verre par du plastique. Mais peut-être que ce système de consigne côté CHR peut être un mécanisme aussi de sauvegarde, pour éviter le basculement. Absolument. Alors, il nous reste peu de temps, théoriquement 2 minutes. Ça va être compliqué pour prendre les 2 dernières questions. Alors, par qui on va commencer ? Alors, on va commencer par une dernière question au niveau européen. Donc, je laisse Ferran Rosa de Zero Waste Europe vous poser sa question. Ok. Merci. Comme elle l'a dit, je m'appelle Ferran Rosa, je travaille pour Zero Waste Europe. J'ai notamment suivi le paquet économie circulaire et vous savez qu'il y a une nouvelle directive déchets qui, entre autres, avance en 2 ans la date limite pour faire le tri à la source des biodéchets. C'était déjà difficile, on disait, la date limite de 2025 de faire le tri à la source. Et maintenant, on a 2023. Comment est-ce que la France elle va s'y adapter ? Merci. Excellente question. C'est là, nous, la question des biodéchets, c'est une question qui est très, très difficile. Particulièrement parce qu'il faut qu'on trouve, et à la limite, il faut aussi qu'on travaille avec avec des designers ou des gens qui nous aident, parce que dans les zones urbaines denses, clairement, on ne trie pas les biodéchets, à la source absolument pas. Et une des raisons pour lesquelles, en tout cas, quand on voit des villes comme Paris, Marseille, c'est pas qu'une question de comportement et de changement des mentalités et des comportements, c'est aussi tout simplement parce que parfois il n'y a pas la place dans des appartements petits, mais c'est aussi ce qui est. Mais je suis sûre qu'il y a des solutions qui ont été développées. En tout cas, pour nous, c'est clairement et absolument une priorité. Et ça fait partie aussi, on espère qu'avec la hausse de la TGAP, ça va créer derrière une incitation plus au tri des biodéchets à la source.
nous, là, on a lancé un groupe de travail spécifique sur cette question-là. Et puisque je vois que vous y travaillez au niveau européen, je serais ravie d'ailleurs de vous y associer pour qu'on ait aussi des bonnes idées qui viennent d'ailleurs en Europe. Volontiers. Il y a plein des grandes villes en Europe qui collectent déjà les biodéchets. Et je suis sûre qu'ils le font très bien. Très bons exemples pour la France. Merci. Et peut-être des choses à faire sur le plan des gros producteurs de biodéchets encore, parce que finalement, c'est une réglementation qui est déjà applicable là aujourd'hui, qui ne l'est pas suffisamment. Non, et d'ailleurs, dans la feuille de route de l'économie circulaire, on va renforcer le contrôle et la bonne mise en place et mise en œuvre concrète du tri 5 flux pour les entreprises, par exemple. Parce que là, clairement, il y a un énorme gisier. Enfin, les biodéchets, c'est bien, mais ce n'est pas que les ménages, hein, comme vous le disiez. Et donc là-dessus, on va aussi beaucoup insister là-dessus. C'est une question qui est aussi traitée par la loi, par les EGA, la loi des États généraux de l'alimentation, qui est actuellement en débat au Sénat. Et là aussi, il y a une réflexion sur cette question-là. Enfin, au-delà d'une réflexion, des mesures concrètes. Et pour terminer, on va quitter le domaine des biodéchets, on va passer sur un autre flux de déchets encore très important. Je laisse Simon de Zéro Déchet Strasbourg poser sa question. Bon, voilà, pas besoin de me présenter du coup. Nous, on s'engage beaucoup à Strasbourg pour le respect du stop pub et notamment on fait le lien avec les habitants qui nous signalent quand il y a des non-respects de stop pub et on rentre ensuite en contact avec les enseignes et les distributeurs. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est une impunité en fait de nombreux distributeurs et enseignes qui, bien que sachant que la loi interdit de forcer les boîtes aux lettres, ils continuent à le faire. Du coup, se pose la question de qu'est-ce que vous comptez faire pour faire cesser un peu cette impunité totale des enseignes et des distributeurs. Déjà, je crois qu'il faut se féliciter vraiment de cette initiative Stop Pub. Et je suis ravie de voir qu'il y a des collectivités comme Strasbourg qui d'ailleurs fait beaucoup de choses. Là, c'est un groupe local, c'est un groupe citoyen. Ah, pardon. Zéro Déchet Strasbourg, c'est un groupe de militants hyper actifs. Alors, mais c'est pareil, en fait. C'est bien qu'il y ait des citoyens qui se mobilisent. C'est pas partout pareil dans toutes les villes. Et il faut savoir que l'initiative Stop Pub, déjà, elle marche quand même plutôt pas mal. Globalement, ça a fait baisser, je crois, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois que ça a fait, je crois que c'est appliqué quand même, c'est respecté dans 86% des cas, donc c'est vrai qu'il y a encore une marge d'annonceurs qui ne respectent pas. Et ça a permis de faire baisser la quantité de déchets liés à la pub, de distribution de leaflets, etc., de 90%. Si j'ai les bons chiffres en tête. Peut-être que c'est parce que vous constatez Nous, à sur Strasbourg. le terrain, on constate quand même qu'il y a de nombreux... Après, c'est très variable selon les quartiers, selon les types d'enseignes, etc. Mais on constate quand même qu'il y a notamment des très grandes enseignes qui ne respectent pas et ils le font sciemment. Et de plus en plus, en fait, parce qu'il y a de plus en plus de stop pub. Là, on a dépassé les 30% en moyenne et ça augmente à peu près d'1% chaque année. Enfin, ça augmente assez rapidement, on va dire. Et du coup, on a une tendance à un forçage de plus en plus grand, en fait, des boîtes aux lettres. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une affirmation forte du fait que c'est un droit, le stop pub, et qu'en fait, ne pas le respecter est passible d'amende? Alors, en fait, c'est ce que j'allais dire. Déjà, les collectivités, elles distribuent. Normalement, ça, il faut aussi bien le répéter. Parce que normalement, elles distribuent, elles ont et elles doivent, ou elles peuvent en tout cas fournir aux citoyens ces autocollants Stop Pub, déjà, pour commencer. Et ensuite, moi, je crois beaucoup au name and shame. Je crois qu'il faut juste dire X compagnie, entreprise Y ne respecte pas, c'est une honte, et vraiment le dire. Et s'il y en a, vous constatez que c'est de façon fréquente, etc., moi je relais aussi sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune raison qu'on puisse continuer en toute impunité ce genre de choses. C'est exactement ce qu'on fait. On a créé un groupe Facebook qui s'appelle Balance ta pub Strasbourg, sur lequel les gens peuvent dénoncer les stop pubs en mettant la photo. Voilà, il faut mettre la photo. Voilà, mais ça ne suffira pas quand même. Il faut une affirmation, on va dire, un engagement du gouvernement pour faire respecter cela. C'est comme les jets de mégots dans les rues, etc. Si jamais il n'y a pas de sanctions par derrière, il y aura une difficulté à faire appliquer cela. C'est-à-dire, il y aura évidemment ceux pour lesquels le name and shame fonctionne, et il y a les autres. Alors, déjà, quand même, je le répète encore, et c'est pas une façon du tout de ne pas prendre mes responsabilités sur la question, mais ça marche quand même franchement bien. Stop Pub, ça a été drastique comme changement. C'est vraiment une belle initiative qui a bien fonctionné. Là, on va élaborer, le gouvernement pas le gouvernement, mais en tout cas les services vont élaborer
un nouveau plan, puisque vous savez qu'il arrive bientôt à échéance, donc un nouveau plan Stop Pub. Ce sera l'occasion d'avoir un retour d'expérience et je suis sûre et j'espère que vous participerez et qu'on mettra en place surtout le niveau de consultation qui permettra à chacun de faire un retour d'expérience. Et ensuite, effectivement, peut-être qu'il faut que j'en parle plus parce que j'étais pas nécessairement suffisamment consciente de ça. Et de toute façon, en revanche, ça s'inscrit aussi, alors souvent moi je ne dis pas spécifiquement la pub dans les boîtes aux lettres, mais je crois que je le dis très franchement aux entreprises et même publiquement quand j'estime que le niveau d'ambition n'est pas suffisamment élevé. Et alors après ça dépend des choses, par exemple sur le plastique, il vaut mieux engager une discussion ferme, solide, mais derrière des murs avec les entreprises, plutôt que de commencer par faire du name and shame, parce qu'après voilà. Et en fonction des types de matières et de déchets, il faut des stratégies différentes. Mais tout à fait, je retiens. Merci à tous pour vos questions. Merci à Brune Poisson de nous avoir rejoints et merci à vous de nous avoir écoutés dans cette chaleur torride. Mais on continue donc le programme de l'après-midi. Je vais relaisser la parole à Mathilde pour vous exposer la suite. Merci beaucoup.